Salut, c'est Franck Taluto. Deuxième partie de ce numéro consacré à la formation stéphanoise à partir des souvenirs de Gilles Rodriguez. Il évoque ici les meilleurs joueurs des générations qu'il a vu passer, des questions d'opportunité, de chance pour que les jeunes réussissent, et donne enfin quelques conseils à celles et ceux qui aimeraient devenir formateurs ou dont les enfants intégreront un centre de formation. Le Sud Vert numéro 25, épisode 2, c'est parti. Est-ce que de toutes celles que tu as vues au quotidien, il y a une génération que tu as trouvée au-dessus du lot, collectivement et par les individualités qui la formaient ? Bah, tu vois, c'est une question que je me suis jamais posée. Si une génération, j'avais trouvé au-dessus du lot, honnêtement, non. Parce que la génération Loïc, les 85, Karl Medjani, Bafé Gomis, c'était une belle génération. Il y en a énormément qui sont devenus pros d'ailleurs. Oui, mais honnêtement, sur cette génération, il y avait quand même pas mal d'écart aussi entre ces joueurs et voilà. Donc il y avait aussi de l'écart, mais par contre, c'était un groupe, un vrai groupe de copains. Donc ça. Et la génération 2000, on a gagné le titre en 2013. Non, je vois pas de génération vraiment au-dessus. Mais si on avait en tiré une, c'est celle de Loïc, Karl Medjani, Loïc Perrin, Bafé Gomis, qui ont fait Sami Ouri, qui ont fait une grande carrière, une grosse carrière. Donc c'est peut-être celle-là que je mettrais devant. Alors individuellement, je sais que les coachs n'aiment pas faire ça, ressortir un joueur plus qu'un autre, mais est-ce qu'il y a on va dire des gamins, parce qu'ils étaient jeunes à l'époque, qui t'ont vraiment marqué ? Tu parlais d'Alain Saint-Maximin tout à l'heure, par exemple. Alors, j'en ai discuté il n'y a pas longtemps. On m'a posé la question sur le plus talentueux. Et le plus talentueux, je pense, c'est Alain Saint-Maximin. Il était capable de faire... il est capable de faire ce qu'il veut avec un ballon. Et puis en plus, c'est un attaquant, ce qui est un poste très difficile. Faut pas se leurrer. Un attaquant, c'est difficile de réussir. Mais lui, il avait tout. Il avait la vitesse, la puissance, beaucoup de choses. Et je pense honnêtement qu'il fait pas la carrière qu'il mérite. Parce qu'il y a des manques dans certains secteurs. Encore une fois, c'est mon avis personnel. C'est des manques que tu avais identifiés déjà à l'époque ou pas forcément ? Qu'on avait identifié, mais justement, ça a été un petit peu, je dirais... gangréné par un entourage qui, où on nous laissait peut-être pas faire ce qu'on voulait, malheureusement. Donc, Mais pour moi, c'est un garçon qui devrait jouer dans les plus grands clubs anglais. Mais bon, quand il y a des manques, il y a des manques. Donc, et après, moi, Bafé et Loïc. Alors Loïc, c'est un peu particulier parce que Loïc, personne ne le voyait trop réussir. Moi, quand je l'avais, il avait pas de contrat. Aucun contrat. Il avait juste une licence lambda ? Amateur. U15, amateur. Bafé Gomis avait un contrat. Sami Ouri avait un contrat. Karl Medjani avait un contrat de mémoire. Oui, ça c'est sûr même. Après, d'autres, on avait d'autres joueurs qui avaient des contrats. Lui, il n'avait rien. Mais l'avantage qu'il avait, Loïc, c'est qu'il avait un entourage dont des parents, c'était pas leur moteur, ça. Ce qui était important, c'est que leur fils, il joue au football, il se fasse plaisir et arrive ce qui arrive. Et il est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire avec son sérieux, son mental, il a fait une belle carrière, une très belle carrière même. Donc il jouait milieu de terrain à l'époque. Moi, je le faisais jouer milieu de terrain, c'était un milieu de terrain. Jamais un mot plus haut que l'autre. Et par contre, sur le terrain, c'était un guerrier. Pas une technique, c'était pas... mais... il avait tout. Il avait un mental rarement blessé à l'époque. C'était un peu plus dur après, mon petit Loïc. Mais voilà, donc c'est des joueurs qui te marquent, ça. Et moi, je m'en suis servi d'exemple. Après. Avec les générations d'après. Avec les générations d'après. Quand on discutait, on avait des discussions à baston rompu. Quel joueur, c'était un exemple.
prenez Loïc Perrin, il s'en foutait, il voulait pas de contrat, lui, c'était pas son problème. Il allait venir le contrat. Automatiquement, il allait venir. Toi, tu étais convaincu de son potentiel. Aujourd'hui, on peut se parler sans langue de bois, mais Sans langue de bois, alors arriver là où il est arrivé, peut-être pas. Honnêtement, non. Je pensais qu'il allait avancer, oui, mais il n'a peut-être pas la carrière qu'il a faite, quoi. Hein. Mais même Bafé Gomis, honnêtement, Bafé, il était puissant. On a eu du mal à le trouver son poste. Il demandait beaucoup plus de choses. Il voulait jouer tel endroit, mais pas ici, tout ça. Donc non, Loïc, lui, il jouait où on le mettait, il n'y avait pas de souci. Donc, mais c'est pour moi, c'est des exemples. C'est des exemples à prendre pour les centres de formation. Je l'ai reçu il n'y a pas longtemps à ce même micro, Loïc, et il me racontait qu'une carrière, ça pouvait tenir à pas grand-chose, alors que certes, il fallait être bon avec les pros quand l'opportunité se présentait, mais qu'il fallait encore qu'elle se présente, et que lui, ça avait peut-être tenu au fait que Carl Medjani parte à Liverpool. À Liverpool, oui. Est-ce que toi, tu as vu passer des joueurs dont tu pensais vraiment qu'ils feraient carrière, qui, soit par manque d'opportunités, soit parce que finalement, ils n'y sont pas arrivés, ne sont jamais passés pro? Oui. Des exemples, on en a, hein, la Saint-Etienne. Hein. Mais encore une fois, quand tu parles d'opportunités, il leur faut aussi de la chance. Et je prends les exemples dernièrement de ce que je vois aujourd'hui avec Claude Puel, qui intègre des jeunes. Moi, le petit Cédouceau, je l'ai eu. Honnêtement, je le voyais pas jouer en pro maintenant. Ah oui. Ah, même pas du tout. Je peux le dire honnêtement, je le voyais pas du tout jouer en pro maintenant. Et j'ai lu récemment, Claude Puel assiste à un match de la réserve. Il est avec son Jackie Bonnevet, son adjoint, et il dit le petit là, on va le faire venir, hein, parce que ce jour-là, il a dû faire des choses intéressantes. Voilà sur quoi peut jouer une carrière. Et inversement, on en a connu qui avait de grosses qualités, tout ça, et l'opportunité ne s'est pas présentée. Parce que le coach de l'équipe 1, et on en a vu passer beaucoup à Saint-Etienne, ne s'intéressait pas aux jeunes, ne faisait pas confiance aux jeunes, et ils sont passés à travers. Je prends l'exemple de Eric Botéac, qui est un bon joueur, Eric. Moi, je l'ai eu, Une Eric. jolie carrière. Mais il n'a pas eu l'opportunité de la jouer à Saint-Etienne. Et il avait le niveau pour jouer à Saint-Etienne. Il n'a pas eu cette opportunité. Il est parti, il a joué à Dijon, il a joué à Lille, il a joué à Nice. Donc voilà, il faut aussi de la chance. Il faut que ce jour-là, il faut être bon au bon moment, au bon endroit, et être au bon endroit. Étienne Green. Oui, j'avais noté. Étienne Green, on le met. Tu l'as eu, toi, Étienne Green? Non, il est venu sur des séances, tout ça, mais je ne l'ai pas géré. Non, je l'ai pas géré. Mais voilà, donc Étienne, il était là le jour J, quoi. Il passe à travers, il fait pas peut-être carrière. Enfin, il fait pas, pour le moment, il débute une carrière. Mais peut-être qu'on ne le voit pas. Dans les équipes de jeunes, il n'était jamais dans les numéros 1. Donc... Et justement, il peut y avoir des avis divergents entre les formateurs, les personnes en charge de décider tout ça. Comment ça se passe dans la coulisse concrètement? Vous vous réunissez autour d'une table en disant lui oui, lui non, lui... C'est ça. Hein. Sur une fin de saison, enfin, ça se préparait bien en amont. Hein. Mais voilà, on avait chacun nos idées. Souvent, elles se rejoignaient. Sur une saison, tu peux voir le profil d'un gamin. Après, tu as des gamins qui étaient sous contrat, donc il y avait peu de cas à discuter, en fait. D'accord. Un garçon qui arrivait en fin de contrat, là, il fallait décider. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des moments, moi, je suis pas d'accord, nanani, nanana. Et puis, tu avais un directeur qui tranchait, hein, ça se passait comme ça. Mais si tu sentais, moi, ça m'est arrivé, tu sentais qu'il y avait un potentiel chez un gamin qui n'était pas conservé, la première chose à faire, c'était de l'aider. Hein. Donc, après, avec tes relations, tu appelais des clubs. Voilà, moi, j'ai un garçon, il n'est pas conservé dans le club parce que, c'est pas il n'a pas le profil pour ce poste-là, où on a trop de joueurs sur ce poste-là. Donc, mais prenez-le, faites un essai. Et c'est arrivé que ça marche, quoi. Et heureusement. Dans cette même interview, Loïc Perrin disait que le fait de ne pas être interne, ça l'avait aidé parce que justement, il sortait un peu la tête du foot. Tu en penses quoi, toi, de ce fonctionnement en centre de formation? Alors moi, je suis aussi je suis dans cette idée-là. Hein. C'est un jeune qui arrive de loin,
souvent, hein, puisque nous, le recrutement à Saint-Étienne, c'était la région parisienne et la PACA. Donc, ils étaient jamais à moins de 300-400 km de chez eux. Hein, donc, pour rentrer, c'était difficile. Et se retrouver le soir, alors pas toujours seul, ça dépendait les tranches d'âge, bien sûr, mais des moments seul dans une chambre, voire à 2, voire à 3, quand c'est des plus jeunes. Et puis loin de la famille, avec un temps maussade, tout ça, c'est très très dur. Ce qu'ils font, c'est très très dur. C'est très très dur. Et l'idéal pour moi, voilà, c'était ça. C'était comme Loïc, et ben, il faisait ses séances d'entraînement et à la fin, il rentrait dans son milieu familial avec tout ce que peut apporter des parents, un frère, une sœur, voilà, pouvoir étudier tranquillement dans un coin, dans sa chambre. Au centre de formation, ben, il faisait des devoirs dans une chambre, dans une salle commune, avec ce que ça peut comporter, avec du brouhaha, des choses comme ça. Donc c'est jamais évident, c'est jamais évident. Et puis voilà, non mais encore une fois, moi j'ai eu des gamins, ils étaient costauds, mentalement ils étaient costauds. Parce qu'à 14, 15, 16 ans, se retrouver seul comme ça, c'est très dur. Et encore une fois, ce que je te disais tout à l'heure, avec de l'exigence au quotidien. L'exigence, voilà, c'était les entraînements, c'était dur. Après, il fallait se mettre aux études. Quand ça allait pas au niveau des études, il y avait remontée de bretelles. Donc, l'exigence au quotidien. Dans le centre de formation, automatiquement, quand tu vis en communauté, il y a une certaine discipline, il y a des horaires que chez toi, si tu manges à 19h30 ou 19h45, mais non, là-bas, c'était telle heure, 19h, il fallait y être. Donc, c'est non, très dur, très dur, très dur. Et puis bon, ils étaient certains, il fallait être costaud mentalement. Je prends Madi Camara, il a réglé quelques problèmes. C'est-à-dire c'était dans les couloirs, tout ça, quand il y en avait qui s'agitaient trop, il réglait le problème, lui. C'était un costaud. Donc, mais voilà, c'était son caractère. Il faisait respecter tout, lui. On le savait avec Lionel, mais c'est ce qu'on aimait en plus. Et comment ça se passe? Parce qu'il y a, encore une fois, quand on lit des interviews, alors, surtout de joueurs qui ont réussi, qui sont devenus pros, il y en a beaucoup qui disent que les années en centre de formation avec leurs copains, c'était leur meilleur souvenir parce qu'ils ont fait des bêtises, joué au foot, gagné des matchs, éventuellement des titres. Mais il y a cet aspect amitié, puis il y a cette concurrence permanente. Concurrence permanente. Comment ils vivent ça? Honnêtement, moi je trouve qu'ils la vivent bien. La concurrence, ils la vivent bien. Moi j'ai eu des joueurs qui avaient le même poste, qui un dimanche, il y en a un qui jouait plus que l'autre, tout ça. Mais j'ai jamais senti l'animosité entre eux. Ils étaient au contraire assez solidaires. Ils étaient solidaires dans les conneries aussi. Quand il y avait des conneries, c'était impossible de savoir qui avait fait. Non, mais c'est clair. Donc c'était leur famille en fait. C'était une petite famille. Avec une hiérarchie, ce que je te disais tout à l'heure, Madi Camara, c'était le papa. Il y avait une hiérarchie, donc putain, des conneries ils en ont fait. Je peux te dire que des vertes et des pas mûres, on peut le dire, des vertes et des pas mûres, mais et dans toutes les générations. Mais pour revenir à la concurrence, il n'y avait pas trop d'animosité, pas trop. Des moments où tu tombais sur des cas, le gars il voulait rien entendre, il fallait fracasser tout le monde, il fracassait tout le monde, mais sinon non, sur le terrain ça se passait bien en général, ça se passait bien. Puis on était là aussi pour mettre le haut là sur certaines choses. Tu vois, j'ai eu fait, alors j'espère qu'ils s'en souviendront, j'ai eu fait des petites oppositions. La génération Baffé et Loïc, Karl Medjani, les Stéphanois contre le reste du monde. Alors le reste, oulala, ça, à des moments il fallait arrêter parce que ça partait en sucette. Ah ouais, là, il y avait de la fierté. Alors les extérieurs, ouais, les Stéphanois, on n'a pas besoin de vous, on a une bonne équipe sans vous. On dit les Stéphanois, c'est pas marché dessus, donc c'était aussi un côté, mais bon, fallait pas que ça déborde. Mais ouais, c'est des souvenirs que ça m'a bien plu tout ça. Tu as parlé d'exigence alors dans le travail foot, de discipline aussi dans le quotidien. Comment toi tu es arrivé à gérer tout ça, ces ados qui pour beaucoup n'avaient pas leurs parents en proximité, sachant que toi-même tu étais père de famille. Comment tu vivais tout ça? Honnêtement, c'était pas très difficile parce que ils avaient, comment dire, cette ambition de réussir. Et ils savaient qu'il ne fallait pas qu'ils s'écartent trop.
Alors attention, hein, comme je t'ai dit, des conneries, tu peux en faire, on l'a tous fait quand on était jeune, mais tant que ça déborde pas. Mais quand on était sur le terrain, c'était des gamins qui étaient travailleurs, ils voulaient réussir. Ils avaient cette ambition, ils savaient que bon, ils souffraient hein, de l'éloignement familial, mais c'était pour quelque chose. Puis bon, quand tu es au centre de formation à l'ETRA, que tu côtoies au quotidien les pros, tu les côtoies de visu, hein, quand tu les vois partir, tu sais que c'est ce vestiaire, ton objectif c'est d'arriver dans ce vestiaire là-bas. Tu feras tout pour y arriver. Donc au niveau discipline, honnêtement, ça roulait. On parlait tout à l'heure de déplacement, qu'on soit parti n'importe où, dans les gares, dans les aéroports. C'est un pur bonheur de partir avec des gamins comme ça. Il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a aucun problème. Dans les tournois, aucun problème. Ça se passait toujours bien. Parce qu'ils étaient disciplinés naturellement. Ils savaient qu'il n'y avait pas trop d'échappatoire. Si le gars faisait une connerie, je pense que voilà, sa valise elle était prête et rentrait chez lui. Et peut-être qu'il allait s'asseoir sur ses ambitions. Et c'était aussi un moyen de leur dire attention, hein, quand s'il y a un gros problème, parce que des moments, il faut pas se leurrer, il y en a eu. Hein, si on vous vire d'ici, pensez pas que vous allez rebondir facilement ailleurs. Hein. C'est que on se connaît tous, hein, donc si un club nous appelle pourquoi vous avez viré lui, on va expliquer pourquoi on l'a viré. Donc voilà, donc ça se passait bien. Honnêtement, c'était pas le souci. Tu parlais d'ambition, c'était aussi devenir pro, c'est aussi leur rêve. Leur rêve. Comment toi tu abordais, comment tu vivais les périodes justement qu'on évoquait tout à l'heure de fin de saison où il fallait annoncer que ça s'arrêtait? Très dur. Pour tous les éducateurs, c'est le plus dur. C'est d'annoncer à un gamin qu'il va pas être conservé. Alors ça se faisait souvent avec les parents, puisque c'était des mineurs la plupart du temps, donc ça se faisait avec les parents. Donc il faut aussi avoir des billes. Hein. Tu peux pas annoncer, il fallait avoir des billes. En général, ça se passait bien. Enfin, ça se passait bien. Ils acceptaient sur le coup. Voilà. Des moments, c'était un peu plus compliqué, où on avait des retours de bâton, les parents, ça pouvait monter vite en pression, parce que les parents n'acceptaient pas du tout, donc ils partaient dans des trucs, des critères. Oui, mais vous préférez lui parce que si, parce que ça. Donc voilà, non. Mais pour un entraîneur, un coach, c'est le plus dur, c'est d'annoncer. On brise un rêve, en fait. On brise un rêve. Donc, on essayait d'être un petit peu l'encourager à continuer le football, parce qu'on lui dit tout ce que tu as appris dans un centre de formation, les années que tu as passées, c'est pas perdu. Il n'y a pas que le monde professionnel. Nous, on t'annonce que pour nous, tu n'arriveras pas au niveau professionnel, mais il n'y a pas que le niveau professionnel. Tu peux jouer en national, des choses comme ça. Le football peut t'apporter beaucoup de choses par rapport à un travail, oui. Comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Dans le monde actuel, avoir un boulot, c'est important. Et puis, voilà. Et il y a des jeunes qui sont passés par là. Alors, il y a des jeunes qui ont tout abandonné, par contre. La déception était telle, ils ont arrêté le football. Alors, c'était dur parce que, voilà, on avait brisé quelque chose, quoi. De par notre décision, on avait brisé quelque chose. Donc, c'était difficile. Puis, il y en a d'autres qui nous ont rappelé qui, quelques années après, travaillaient, étaient employés dans une mairie et qui jouaient dans un club et ils s'éclataient, quoi. Et puis, qui te disaient, avec du recul, effectivement, coach, vous avez été honnête. On essayait d'être honnête. On était honnête. Mais des moments, c'était difficile à entendre par les parents. Surtout par les parents. Toi, tu le gérais comment? Est-ce que tu laissais filtrer un peu les semaines avant la tendance? Alors la tendance, tu sais, on faisait déjà un premier entretien toujours avant les fêtes de fin d'année, hein, au mois de décembre. D'accord. On faisait un premier entretien qui a un petit peu donnait un petit peu déjà des éléments. Hein. Si on sentait vraiment que le garçon allait avoir une marge de progression moindre sur la deuxième partie, on laissait déjà entendre que ça allait être compliqué. En fait, il ne fallait pas laisser de faux espoirs. Tu ne peux pas laisser de faux espoirs. Puis après, à Noël, tu avais des moments des doutes. Tu avais un gamin, tu te dis, peut-être que sur la deuxième partie, il va se révéler, il va lâcher du lourd. Ça arrivait aussi. Donc, voilà. Mais bon, après, au mois d'avril, les décisions étaient prises. Et là, c'était ou le drame, ou le gamin passait dans la catégorie supérieure, la joie, quoi, la joie.
Tu as dû en voir passer quand même beaucoup. Beaucoup. En 25 ans, je ne sais pas ce que ça peut Beaucoup, représenter comme je sais pas. nombre de joueurs. Mais tu es resté en contact avec beaucoup une fois que il passe en catégorie supérieure ou quitte le club tout doucement. Non, j'ai toujours des contacts. Ouais, j'ai toujours des contacts. J'ai souvent Simon Carmignani, qui est retourné dans sa région, sur Cruas. Non, j'ai contacté avec des joueurs encore. Bon, on s'appelle pas tous les jours, mais voilà, on a gardé des contacts parce qu'on s'appréciait. Je pense que c'est important. Bon, revoir Loïc, moi je suis content, mais bon, je l'appelle pas au téléphone tous les jours. Et puis bon, heureusement, on a toujours des contacts. Chaque fois qu'on se voit avec Baffé, chaque fois qu'il est revenu, on est content de se voir. Voilà. Après, ça reste, ils sont partis dans leur monde à eux. Mais bon, c'est toujours un vrai plaisir. Toujours un vrai plaisir. Toi, tu as jamais eu la volonté, le désir de quitter la formation pour le monde professionnel ? Non, alors tout simplement, étant arrivé tard par rapport à tous les diplômes, j'ai pas continué. Il aurait fallu que je continue. D'accord. Et quand j'ai passé mon diplôme, le dernier que j'ai passé, j'étais un peu court. J'étais un peu court, donc voilà, j'ai dit non, c'est pas la peine d'aller plus loin. En plus, je sortais pas du monde professionnel, moi, donc faut reconnaître, c'est beaucoup plus dur. Il y a beaucoup d'anciens joueurs pros qui se lancent dans ces métiers-là. On leur ouvre les portes plus facilement. Des passerelles, ce qui est normal aussi. Il n'y a pas de souci. Donc moi je savais que voilà. Donc j'ai pas pu aller plus loin et puis ça me suffisait bien quoi. Ça me suffisait bien. Pour finir, il y a peut-être des personnes qui nous écoutent. Alors soit qui aimeraient devenir formateurs ou de l'autre côté qui sont parents de jeunes joueurs qui vont peut-être intégrer des centres de formation. Est-ce que pour les uns et les autres, tu aurais des conseils à donner ? Ah, des conseils. Non, je crois qu'ils en reçoivent tellement des conseils que... Non, mais déjà pour faire ce métier, c'est une passion. C'est la passion du foot, déjà. Et c'est la passion des gens. C'est la passion des gens. C'est la passion de l'humain. Parce qu'on rencontre, voilà, ce que je te disais aussi tout à l'heure, tout genre de personnes, de milieux, d'horizons différents. Donc, il faut s'adapter. C'est à toi de t'adapter. Après, honnêtement, il faut être en forme physique. Un entraîneur, c'est quelqu'un d'entraînant. Il faut entraîner les gens avec soi. Et sur le terrain, il faut envoyer du lourd. C'est fatigant. On ne peut pas se rendre compte, mais c'est fatigant. À la fin d'une séance, on est fatigué. On est fatigué parce qu'on a donné des conseils, on a crié, voilà. Et puis on a même dans la gestuelle, voilà. Et honnêtement, moi, les dernières années, heureusement, j'étais avec Lionel. Heureusement, qui lui animait beaucoup plus, de par aussi sa jeunesse, mais j'étais heureux d'être en binôme avec lui. Moi, je prenais peut-être un petit peu plus de recul, et c'est intéressant. 4 yeux, c'est mieux que 2. Et moi, j'étais un des précurseurs à la Saint-Étienne pour former des binômes à l'époque. Ils n'étaient pas trop pour tout ça. J'avais demandé de faire avec Romain Révelli à l'époque, parce que je trouvais que, voilà, à un moment donné, physiquement... c'est dur. À la fin d'un match, on ne se rend pas compte, mais à la fin d'un match, un entraîneur, il est épuisé. Il est épuisé parce qu'il a fallu qu'il regarde son équipe, il a fallu qu'il regarde l'équipe adverse. Quand on était 2, on se partageait le boulot, mine de rien. Donc, faut aimer l'humain, faut être fort, faut passer ses diplômes le plus jeune possible. Et puis après, voilà, faut garder cette passion et du foot et de l'humain, quoi. Surtout ça. Et pour les parents, pour les parents, c'est laisser les jeunes tranquilles, faire confiance au coach, parce que c'est lui qui les a tous les jours, qui voit la progression ou la régression, et pas essayer de passer par d'autres personnes pour foutre le why, quoi. C'est pas le but, Le but, il y a un but commun, quand on met son gamin dans un centre de formation. Tout le monde veut qu'il réussisse, parce qu'il y a une notion d'argent, que tu le veuilles ou non, il y a une notion d'argent. Un gamin qui est dans un centre, il coûte de l'argent. Ouais, c'est un investissement. C'est un investissement. Donc si le club a choisi de le prendre, c'est qu'il y a de l'espoir. Alors laissez travailler les gens, faites confiance aux gens qui sont en place, puis après faites un bilan, bien sûr, il y a un bilan mi-saison, un bilan fin de saison, mais pas essayer de passer des moments à travers, et ouais, c'est pas... Voilà. Écoute Gilles, je te propose de finir là-dessus. Merci encore du temps que tu nous as accordé. C'était plaisant et super intéressant, je pense, pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant pour la suite ? Ah non, la vie que j'ai, tu vois, je profite de mes petits-enfants.
Le dimanche, je suis tranquille. Malheureusement, j'ai pas pu retourner au centre parce qu'avec toute cette histoire de Covid, et maintenant ça va être un petit peu plus facile parce que bon, moi j'ai envie de revoir jouer les jeunes. Et voilà, et puis faire du sport, faire du vélo avec mon ami Alain Blachon et d'autres potes retraités, faire des bons casse-croûtes parce qu'on aime aussi la vie. Et voilà, et garder la santé. Bon, bah écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci encore. C'est gentil. Et à bientôt. Merci Franck. Merci à Gilles pour sa confiance et merci à vous d'avoir écouté cette conversation jusqu'au bout. N'hésitez pas à faire tourner le lien du podcast sur vos réseaux et à vos proches. Pour le faire connaître, vous pouvez aussi lui mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. C'est précieux vraiment pour le faire remonter dans les classements et que d'autres personnes puissent le découvrir. Pour continuer la discussion, ça se passe sur la page Facebook ou les comptes Twitter et Instagram de Dessous de Verre. Vous pouvez aussi m'écrire à dessous-de-verre@gmail.com et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Ciao!